Madame et monsieur, bonjour à tous et à toutes. Un réel plaisir de vous retrouver sur Radio Liberté 92.8 FM pour votre rendez-vous hebdomadaire de l'invité de la semaine. Cette semaine, notre invité est un fonctionnaire des Nations Unies à la retraite, Ismaël Diallo. Il a été conseiller municipal, député à travers justement dans le cadre du système onusien dans plusieurs pays africains, notamment au Togo, au Rwanda, au Burundi, en République centrafricaine, en Sierra Leone, en Haïti. Il a été le porte-parole du Front de renforcement de la citoyenneté FRC. Monsieur Ismaël Diallo, bonjour à vous. Bonjour. L'invité de la semaine est mise en onde par Mariette Kokora. Devant ce micro, Atiana Serge Joulon. Pour préparer déjà cette émission, on fait cas de ce que vous êtes de la promotion 1957 au lycée Philippe Zenda Kaboré. Oui, ça fait longtemps. C'était d'abord le collège moderne avant de devenir le lycée Philippe Zenda Kaboré. Que signifie être élève à cette époque, en 1957? C'était extraordinaire. Nous étions des privilégiés, croyez-moi. Nous étions d'abord à l'internat. Et il y avait une très bonne discipline, ce qui nous formait pour être à l'heure dans ce que nous faisions, pour être précis dans ce que nous faisions. Et l'internat était bien parce que cela nouait des relations très étroites. Aujourd'hui, je parle quotidiennement et je vois presque quotidiennement beaucoup de ma promotion de 1957. Figurez-vous, ça fait quoi? 61 ans. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et c'est bien. En 1957, vous êtes élève au lycée Philippe Zenda Kaboré. Il y a eu le 3 janvier 1966 où on a parlé de la participation des élèves. Est-ce que c'est un événement historique auquel vous avez participé? Absolument, vraiment historique parce que, vous savez, rien ne vient de manière fortuite et spontanément comme ça. C'est toujours le résultat, la conséquence d'un processus. Et on sentait venir cela. Bon, personne n'a pensé peut-être que le 3 janvier allait être ce qu'il a été. Mais bon, ça n'a pas surpris les acteurs, comme les syndicalistes et certains élèves. Est-ce que, brièvement, quelles sont les images qui vous reviennent en tête à propos de cette journée du 3 janvier 1966? Je n'étais pas très proche, honnêtement parlant, parce que je naviguais un peu entre Niamey et Ouaga. Alors, je n'étais pas un témoin privilégié de cette période-là. Qu'est-ce qui explique un peu cette navette-là entre Niamey et Ouagadougou? J'avais joué au BPC et puis j'ai été à Niamey pour entrer en seconde plutôt que de redoubler. Et voilà pourquoi je n'étais pas à Ouaga. Justement, à propos de Niamey, il semble que vous avez commencé un peu votre carrière là-bas. Oui, parce qu'en seconde, on va parler de ça, c'est trop loin. C'est un témoignage vivant. C'est la préhistoire. Ça n'intéresse personne, ça, maintenant. Ce sont des choses qui se sont passées il y a quoi? 50 ans? Les auditeurs vont apprécier. Non, ce qui intéresse les auditeurs, c'est ce que je fais maintenant, où je pense de l'actualité, parce que j'ai fait il y a 60 ans. Enfin, c'est mon humble avis, en tout cas. Les auditeurs apprécieront dans tous les cas. Qu'est-ce que vous avez fait à Niamey? Vous avez commencé, semble-t-il, comme un policier. Oui, policier. J'étais en seconde et puis, mais comme je n'aimais pas l'école, j'ai profité de la première occasion pour en partir. Et je n'aimais pas l'école par la faute de mon premier maître à Kaya, qui m'a frappé plus d'une fois pour que j'écrive avec la main droite. Il me tenait le bras gauche dans le dos pour me forcer à écrire avec la main droite. Alors cela m'a traumatisé, vraiment traumatisé. Et il y a un autre maître qui m'a frappé une fois sans raison. Simplement parce que j'ai couru pour sortir de la classe, parce que j'étais de corvée pour la cloche. Toujours à Kaya? À Kaya, toujours. Et lui, parce que j'ai couru, il m'a fait rattraper par un grand élève et il me dit, mettez-vous à genoux. J'ai refusé de me mettre à genoux parce que je ne savais pas pourquoi. Et il ne m'a pas dit pourquoi. S'il m'avait dit, vous n'avez pas le droit de sortir de ma classe en courant, j'aurais compris. Mais il m'a simplement dit, mettez-vous à genoux. J'ai refusé. Et il s'est mis à me frapper avec la règle en fer au milieu du crâne. Et pendant pratiquement 50 ans, chaque fois que je mettais le doigt au milieu du crâne, il y a du pu qui en sortait. Bon, ça c'est une affaire pour expliquer pourquoi je ne suis pas resté à l'école. Je suis sorti à la première occasion. Et comme je me destinais déjà à l'âge de 16-17 ans à la Révolution, je me suis dit qu'il fallait en partir et puis me préparer à ça. Et j'ai observé des injustices dans la police, là-bas à Niamey. Et le hasard, je ne crois pas au hasard, mais disons que le sort a fait que, à la faveur des différends entre le Niger et le Dahomey, et au départ des Dahoméens, des fonctionnaires dahoméens du Niger, le Niger a dû recruter beaucoup de gens. Et surtout, il y avait le Dahomey qui est l'actuel Bénin. Bénin, oui, et surtout à la police. Donc, il y a eu un concours qui a été lancé pour recruter des inspecteurs de police, et j'ai fait ma demande, parce que je
me suis dit qu'il fallait que je sois policier pour connaître comment fonctionnent ces services dits de l'ordre avant d'aller de l'autre côté et de me retrouver en face d'eux. Bon, maintenant arrêtons ça parce que franchement c'est de la préhistoire. Et comme cela, vous avez évolué dans la police nigérienne? Oui, j'ai évolué jusqu'à me retrouver à Agadez, tenez-vous bien, là-bas au nord, et où j'ai rencontré un certain Seynou Kounché qui était commandant en ce temps et chef de l'armée. Qui est devenu Ceci était en 65. Qui est devenu plus tard chef de l'État. Qui est devenu plus tard chef de l'État et nous sommes restés amis jusqu'à sa mort en novembre 87. Parlez-nous de ce personnage qui est très populaire au Niger. C'était un homme très sévère avec lui-même d'abord et avec les autres. Et il a été militaire dans le renseignement de l'armée française pendant la colonisation. Et il n'a pas pris le pouvoir parce qu'il voulait être président. Franchement, c'est parce que le système issu de l'indépendance était arrivé à son niveau d'incompétence. Et quelque chose devait arriver. Et il a même eu beaucoup de mailles à partir avec ses propres camarades officiers. Parce que lui n'était pas au pouvoir pour gagner de l'argent, pour s'enrichir ou pour un prestige quelconque. Il était très, très sévère. Et en un ou deux mots, je me rappelle qu'une fois, il a créé une commission sur la corruption et il a nommé un officier comme chef de cette commission. Et un an après, j'étais dans son bureau et je lui ai dit, mais mon général, que devient cette commission? On n'entend plus parler de la commission et on n'entend pas non plus qu'il y a eu des arrestations. Et il m'a dit, j'étais assis en face de lui, il y avait le bureau qui nous séparait. Il m'a appelé, il m'a dit de venir de son côté où il était assis. Je suis venu de son côté. Il m'a dit, tu vois ce tiroir? Il dit, si je l'ouvre, le pays saute. J'ai dit, comment ça? Il dit, il y a des noms inimaginables. Il y a des noms de gens corrompus, tu ne le croiras pas. Il dit, même l'officier que j'ai nommé chef de la commission a les ça. Que faire alors? Qui va faire le nettoyage? Alors il a dit, mieux vaut laisser ce tiroir fermé. Et tenez-vous, lors d'une autre affaire, il a fait emprisonner son propre frère, comme on dit en Afrique. Pas frère du village, mais son frère. Il l'a fait enfermer parce que ce frère était impliqué dans une histoire de corruption. Et à propos d'anecdote, justement, il semble qu'il a piégé aussi les services de sécurité. Il a fait bourrer un véhicule bourré d'armes qui a traversé en payant. Oui, c'est vrai. Une fois, il a fait mettre des armes et des munitions dans un véhicule et qu'il a fait partir de la frontière du Bénin et jusqu'à Agadez. Donc, qui a traversé... Ça fait quoi? Combien de centaines de kilomètres? Qui a traversé pratiquement le Niger. Mais là-dedans, il y avait des gendarmes et des policiers en civil, comme des passagers normaux, qui prenaient note de ce qui se passait. Et à chaque barrage de police ou de douane ou de gendarmerie, ceux-là observaient ce qui se passait. Et ce qui se passait, c'était que le chauffeur et le convoyeur donnaient de l'argent aux hommes en tenue et passaient jusqu'à l'arrivée à Agadez. Mais ce que les gens ne savaient pas aussi, c'est que d'une certaine manière, sans prendre les noms, parce que quelquefois les noms n'étaient pas sur à la poitrine, sur les tenues, mais en tout cas, ils mentionnaient le jour, l'heure et le lieu. Donc en recherchant on pouvait trouver facilement l'identité des policiers ou des gendarmes ou des douaniers qui étaient là. Et après cela, il a fait reprendre la liste de tous ces policiers, gendarmes, douaniers et autres. Et on leur a dit, un véhicule bourré d'armes et de munitions a passé tel jour, à telle heure, à tel endroit. Vous avez fermé les yeux. Vous n'avez même pas fouillé. Et ceux qui ont fouillé n'ont rien dit parce qu'ils ont été corrompus. Et il a fait licencier tout le monde. Tout ce beau monde? Tout le monde. Sans discussion. Personne n'a bronché. Parce que c'était vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire le parallèle avec ce qui se passe ici, avec souvent les histoires de raquettes dont on accuse les policiers, les gendarmes sur les axes routiers, dans un contexte d'insécurité? Je vais fâcher beaucoup de gens en disant le fond de ma pensée. Chez nous, on est arrivé à un seuil où on ne peut même pas appréhender quelqu'un. À plus forte raison de juger et l'enfermer. Et pourtant, chaque jour, parce que le règne du laisser-faire et du laisser-aller s'est installé dans ce pays depuis 30 ans. Et c'est ça le problème. On ne peut même pas faire respecter la circulation routière. À plus forte raison, aller faire des enquêtes et arrêter des délinquants à col blanc. La seule manière pour que cela arrive, c'est qu'on ait un président, un premier ministre, un pouvoir qui ferme les yeux et qui frappe. Mais si vous voulez le faire, et il y a un ministre qui dit un tel est mon parent, un chef traditionnel ou un chef religieux vient faire des interventions. Je me souviens qu'au début de la Révolution, en 84, j'étais au Conseil de l'Entente, au bureau de Blaise. Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, un jeune officier a téléphoné, un sous-lieutenant.
Il a téléphoné à Blaise et il lui a dit... Qui était considéré comme le numéro 2 du régime. Qui était le numéro 2, absolument. Et il a dit à Blaise, et qui était ministre de la Justice, il a dit à Blaise, oh, il y a cette affaire-là, mon père est impliqué, est-ce que bon, qu'est-ce qu'on peut faire, et tout ça. Et Blaise a répondu, il a dit, mais vous là, je répète, mot pour mot, mais vous là, quand on dit la révolution, qu'est-ce que vous croyez? Qu'il y en a qu'on peut indexer et il y a d'autres qu'on ne peut pas indexer. Et il a raccroché. Et ce jeune officier est là aujourd'hui. Il est colonel-major et il est toujours en activité. Bon, je ne dis pas qu'il ne devrait pas l'être. Je dis cela simplement pour dire qu'au début de la Révolution, personne n'osait faire une intervention pour quelqu'un. Et ce jeune officier, quand il l'a fait, il a eu la réponse qu'il méritait. Mais aujourd'hui, comme je vous dis, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et malheureusement, ce sont les idiots qui restent honnêtes. Dans la plupart des ministères et dans des endroits où il y a de l'argent. Ce sont les idiots qui restent honnêtes, hélas. Rapidement, comment ça s'est passé? On va rester sur votre carrière. Vous avez quitté le Niger, vous êtes revenu au Burkina. Comment ça s'est passé? Rapidement, pour vos études, vous vous êtes retrouvé dans le système au Niger? Oui, j'ai été faire des études de police en France. Puis après, quand j'ai estimé qu'après commissaire de police, j'avais assez appris, je me suis dit que j'allais aller en diplomatie en attendant. Et puis là aussi, j'ai été en diplomatie au Niger et j'ai été à l'ambassade du Niger à Lagos et à l'ambassade du Niger à Washington. Mais je dois dire, et j'espère ne pas trop fâcher les Nigériens, mais que ce soit à Agadez en tant que commissaire, que ce soit à Lagos ou à Washington, on m'a toujours vu comme le voltaïque. Vous avez toujours considéré comme même si j'ai des parents nigériens. Mais le voltaïque. Et c'est très difficile de s'intégrer, surtout quand on a un nom de famille. Parce que les Nigériens portent le prénom et le prénom du père. Par exemple, si moi, je m'étais appelé Ismaël Abdoulaye Hamma qui est le prénom de mon père, si je m'étais appelé comme ça, j'allais être beaucoup plus facilement intégré. Mais dès que vous avez un bon Diallo encore, ça peut passer. Mais si vous avez un nom, par exemple, si vous allez à Niamey, vous êtes même Ahmed Oulon, on va dire Oulon, ça, c'est pas très nigérien. Moi, j'ai connu des jeunes Dahoméens nés au Niger, mais parce qu'ils avaient un nom béninois, dahoméen. Il y a un, par exemple, qui était aux affaires étrangères et qui a été transféré au commerce pour qu'il n'aille pas à l'étranger en tant que Nigérien. Bon, mais je ne suis pas en train de jeter la pierre au Niger, parce que ce n'est pas le seul endroit où cela existe. Je suis simplement en train de dire que j'ai vécu cela comme une sorte de discrimination, c'est tout. Et vous avez préféré revenir quand à l'ambassade du Niger, Kounché lui-même a pris la décision de me faire intégrer les Nations Unies. C'était une manière, pour lui, élégante de faire cesser mon purgatoire. Et finalement, vous avez décidé de revenir au Burkina et d'entamer d'autres carrières politiques. J'étais certes fonctionnaire du Niger aux Nations Unies, mais je me rappelle que, aux Nations Unies, après un certain nombre d'années, on vous dit, vous devez choisir entre votre gouvernement et démissionner du gouvernement et rester aux Nations Unies. Et je me souviens que je suis allé à Niamey et je leur ai dit, qu'est-ce que je fais? Moi, honnêtement, n'ayant pas voulu aller aux Nations Unies, j'espérais qu'on me dise, oui, tu démissionnes et on va t'employer. Mais on m'a dit, non, restez aux Nations Unies. Restez aux Nations Unies. Bon, alors je suis resté aux Nations Unies. Et puis, après, je me suis dit, écoute, ça ne sert à rien de rester là où on n'a pas besoin de toi. Et je suis venu, je suis allé à Kaya, j'ai vu le juge, je lui ai montré mes papiers et je lui ai dit, est-ce que je n'ai jamais pris la nationalité nigérienne? Parce qu'au début des indépendances, quand on circulait dans nos pays, personne ne vous demandait jamais de quelle nationalité vous étiez. Jamais. On ne m'a jamais demandé à Niamey si j'étais voltaïque ou si j'étais nigérien. Jamais. Mais je suis revenu ici, j'ai voulu me mettre en règle, comme on dit. J'aurais pu dire que je suis voltaïque sans avoir à le prouver à qui que ce soit. Mais j'ai dit au juge à Kaya, je veux qu'on me fasse un papier de nationalité. Voici mes papiers. Il m'a dit, mais M. Diallo, il n'y a aucun problème à cela. Voici les raisons qui font de vous un Burkinabé. Il a fait les papiers, j'ai pris mon certificat de nationalité, et puis j'ai pris un passeport burkinabé, voilà. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8. Vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, Ismaël Diallo est notre invité. Il est fonctionnaire des Nations Unies à la retraite, ancien porte-parole du Front de renforcement de la citoyenneté. Alors, on va revenir un peu sur le Burkina, justement. Ce 4 août marque le 35e anniversaire du Conseil national de la Révolution. C'est amené par Thomas Sankara. Déjà sur le 4 août 83, est-ce que vous étiez au pays? J'étais ici, oui. Comment vous avez passé cette journée du 4 août 83?
J'étais à mon lieu de travail toute la journée. J'avais le privilège de savoir que quelque chose allait se passer parce que entre le mois de mai et début août, il y a Paulin Bamouni, journaliste qui était un ami et qui faisait la navette entre Ouaga et Pau. Et avant d'aller à Pau, il passait me voir, nous parlions et je lui donnais des messages pour Blaise à Pau et au retour, il revenait me voir et on discutait. Donc il y avait ce lien-là. Et j'avais également l'avantage d'avoir à Pau un ami, Bouana Kaboué, du Zaïre dans le temps, qui était venu ici et qui, quand Thomas a été arrêté en mai, il a été prié de quitter le pays. Il a été prié de quitter le pays. Donc il est parti au Mali. Et du Mali, il a rejoint Pau pour être avec Blaise. Et il est resté à Pau avec Blaise jusqu'au 4 août. Et ils sont venus ensemble à Ouaga. Et lui aussi servait de lien. Et, il y a eu la proclamation finalement et ce fut la naissance de la Révolution. Ce fut la naissance de la Révolution. Et je vous dirais que le 5, le 6, le 7 août, beaucoup parmi nous ont été étonnés, surpris de voir le nombre et la ferveur des jeunes dans la rue. On parle beaucoup du nombre des jeunes qui étaient dehors pendant l'insurrection de fin octobre 2014. Mais les 72 heures qui ont suivi la révolution, c'était extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Au point où nous nous sommes demandé, mais où étaient tous ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était extraordinaire, vraiment. Vous êtes retrouvé finalement au cœur du CNR, si on peut s'exprimer ici. Je n'étais pas membre du CNR officiellement et je n'étais pas sur une liste, honnêtement. J'étais en contact quotidien avec Thomas et un peu avec Blaise, mais je n'étais pas membre d'une structure officielle quelconque. De deux, de qui vous étiez le plus proche, Blaise Compaoré, Thomas Sankara? Du point de vue des idées, du point de vue de l'action révolutionnaire, du point de vue du désir pressant d'aller de l'avant, j'étais plus proche de Sankara. Mais au quotidien, vous étiez plus proche de Blaise Compaoré? Pas au quotidien, mais disons pour des examens, pour des réflexions froides de certaines choses qui ne demandaient pas forcément une action immédiate, quoi qu'il fût un commando, ce qui est un peu étonnant. Nous n'avons pas le même tempérament. Blaise, pour moi, était un peu trop silencieux, un peu trop, entre guillemets, introverti. Pas du point de vue de l'expression amicale et tout ça, pas du tout, mais du point de vue expression ouverte de ses pensées profondes. Là, il n'était pas. Donc, quand vous exprimiez, par exemple, ouvertement et vous vouliez qu'on avance dans le fait de creuser une idée, lui restait à la périphérie. Alors, vous n'avez pas l'impression que vous aviez un débat ou un échange d'idées dans la même veine ou dans la même fréquence. Alors ça, c'était un peu gênant. Alors, vous vous êtes retrouvé pourtant à ses côtés en tant que conseiller spécial, Blaise Compaoré? Oui, ça c'est une autre histoire, très honnêtement. À la mort de Thomas, d'ailleurs, c'est la première question que je lui ai posée le 5 août. Est-ce qu'il a dit de tuer Thomas? Mais c'est une autre histoire. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit non. Et j'étais dans un dilemme. C'est comme si j'ai deux petits frères qui se sont battus et un est mort. Même si la faute est à celui qui est vivant, qu'est-ce que je devrais faire? Dire que je ne le connais plus? Et puis, pour un révolutionnaire, ce que je prétends être, il y a le pays qui est là. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre à perte et profit celui qui est mort, pas du tout. Mais ça veut dire qu'il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant, tout en étant partie de l'histoire. Alors, revenons sur Thomas Sankara, 35 ans. Qu'est-ce que vous gardez un peu de ces 4 années de révolution là? On peut aimer ou ne pas aimer Thomas, mais on ne peut pas lui refuser le fait que c'est un être exceptionnel. Exceptionnel dans le sens qu'il est extrêmement intelligent, qu'il était extrêmement intelligent, qu'il était, mais totalement au service des autres. Et différemment de beaucoup de gens, surtout des leaders. De la classe politique actuelle? Partout, et pas seulement au Burkina, partout au monde, et jusqu'aujourd'hui. Du début des années 80 jusqu'aujourd'hui, trouvez-moi un chef d'État qui a fait autant la promotion de la femme,
que Thomas. Je n'en connais pas. Trouvez-moi un chef d'État qui était si anxieux de la réhabilitation de la femme, qui a été jusqu'à traiter directement avec les femmes prostituées, à vouloir les réhabiliter, mais ouvertement, et à les encourager à changer de métier. Trouvez-moi un homme politique qui, jusqu'à présent, a voulu alphabétiser tout le monde. Je me rappelle d'ailleurs qu'un jour, il m'a demandé de réfléchir sur comment faire pour alphabétiser tout le monde, le plus rapidement possible. C'était ses mots. Je lui ai suggéré, après, qu'on ferme la moitié de l'année toutes les écoles qui n'étaient pas des écoles à examen, et qu'on demande à toute personne, burkinabé ou non, qui sait lire et écrire, d'apprendre à au moins 10 personnes à lire et à écrire, le plus rapidement possible. Il a réfléchi, il m'a dit, ah, ça là, je crois que c'est un peu trop. Hein. Un peu trop. Tout comme parlant des prisons, je lui ai dit, mais les prisons, ce n'est pas notre invention. Pourquoi est-ce qu'on garde des prisons? Il y a d'autres manières de punir les gens. Et il faut les punir pour les réhabiliter. Alors que la prison que nous avons apprise du colonisateur, ce n'est pas pour réhabiliter quelqu'un. C'est pour le faire payer ce qu'il a fait. Et puis voilà, après, on verra. Ah, là aussi, on a beaucoup réfléchi. Malheureusement, lui et moi n'avons pas été suivis sur ce qu'il fallait faire. Pour vous, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de l'héritage de Thomas Sankara au regard de ce qui se passe sur la scène politique? Ouais, il y a un héritage, pas parce que les gens veulent le garder, mais parce qu'ils n'ont pas tellement le choix que de le garder. Mais j'estime qu'en réalité, nous ne méritons pas le sacrifice suprême que Thomas a consenti pour le pays. Et je dis consenti parce que ça ne lui est pas arrivé par hasard. Et Thomas savait qu'il allait mourir de mort violente. Il le savait. Et il savait comment éviter cela. Mais il n'a pas cherché à l'éviter. Parce qu'il n'a pas voulu faire ce qu'il fallait faire pour l'éviter. Alors, il s'est donné. Mais nous ne le méritons pas. Quand je vois des Burkinabés qui vont faire école au Rwanda, et qu'ils entendent les Rwandais leur dire, mais nous sommes en train de faire ce que Sankara a fait au Burkina. Alors, de quoi nous avons l'air? Malheureusement, si nous avions continué sur la lancée, en laissant de côté les erreurs. Et justement, à propos de l'heure, on parle de ces exécutions extrajudiciaires, des dégagements. Oui, mais c'est parce que, d'abord, nous avions très peu de révolutionnaires, nous avions des apprentis dans la Révolution et qui avaient un peu trop de pouvoir. Avec des règlements de compte avec les CDR. Oui, quand vous prenez par exemple certains CDR dans certains ministères, il y a des gens, ça leur est monté très vite à la tête. Hein, et ils ont commis beaucoup d'impairs, pour ne dire que cela. Et Thomas était conscient de cela, franchement. Mais il a été débordé plus d'une fois. Et Thomas avait une autre faiblesse. C'est de croire qu'on pouvait diriger à 2 ou à 3 ou à 4, qu'on pouvait avoir une direction collégiale. Lui-même m'a dit que Houphouët-Boigny et Adema, Kounché, lui ont dit, ton histoire de diriger à 2 ou à 3 ou à 4, c'est des histoires. On ne peut pas diriger à plusieurs. On peut déléguer, mais on ne peut pas partager. Donc, le fait qu'il y avait en quelque sorte une hiérarchie, ça pose un problème. Oui, absolument. Et le drame, c'est qu'il a commencé comme ça. Il a commencé à avoir vraiment un pouvoir collégial. C'était lui et Blaise, puis après c'était le Quattro, lui, Blaise, Henri et Lengani. Et plusieurs fois, il a été mis en minorité par le CNR, plusieurs fois. Mais quand, chemin faisant, le titre et les fonctions même de président l'ont amené à être plus près des chefs d'État que de ses propres camarades, Blaise a très mal pris ça. Je me rappelle qu'au début, quand Blaise venait à la présidence, il entrait directement, sans taper, sans se faire annoncer, et que Thomas était seul ou pas, il entrait. Et puis un jour, il est venu et on lui a dit d'attendre au salon. Et il a très mal pris ça. Il n'a pas digéré. Il n'a pas digéré ça. Et il y a eu donc des petites choses comme ça qui se sont accumulées et qui ont abouti même à une sorte de haine vis-à-vis de la personne. Au mois d'août 87, Thomas revenait d'un voyage et Omar Bongo l'a appelé, lui a dit de s'arrêter à Libreville avant de rentrer à Ouaga. Et il s'est arrêté là-bas et Bongo lui a dit, mais j'apprends que ça ne va pas entre toi et Blaise, qu'est-ce qui ne va pas? Et Thomas lui a dit, franchement, c'est des petites histoires sans fond.
Et moi-même, je ne comprends pas. C'est vrai qu'il y a des petites différences et tout ça, mais qu'on aurait pu régler sans problème. Parce que moi, je n'aurais pas été au pouvoir, n'eût été l'action de Blaise. Et il a dit à Bongo, j'ai même proposé à Blaise de faire un remaniement et de le nommer soit Premier ministre, soit vice-président. Et il a refusé. Et Bongo lui a répondu, s'il refuse d'être vice-président, c'est que c'est ta place qu'il veut. Thomas Sankara vous a confié Absolument. Cette conversation. Il est venu de l'aéroport directement chez moi, avant de rentrer chez lui, un soir. Et il a dit, voici ce que Bongo m'a dit. S'il refuse d'être vice-président, c'est que c'est ta place qu'il veut. Cela veut tout dire. Et ce n'était pas la première fois d'ailleurs que moi, Sénou Kounché m'a dit, moins de 10 jours, après le 4 août 83, il m'a dit, Blaise va enlever Sankara. L'ancien président nigérien à son temps. Il me l'a dit. Et depuis ce moment, chaque fois que Kounché me parlait de Blaise, il n'a jamais dit Blaise. Il me dit, et ton Mengistu là. Il va bien parce que vous vous rappelez qu'Haïlé Mariam Mengistu, en Éthiopie, après avoir pris le pouvoir avec 3 de ses camarades colonels, a fait exécuter ses 3 camarades pour rester le seul boss, le seul patron. Et Kounché, parlant de Blaise, a toujours dit, et ton Mengistu là. Et quand je suis revenu avocat, j'ai dit à Blaise, j'ai dit, tu sais, Kounché m'a dit que tu vas enlever Thomas. Je lui ai dit ça. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, oh, moi, non. C'est tout. Et je l'ai dit à Thomas également. Est-ce que quelques années après, vous faites un peu le lien avec ce qui s'est passé au Burkina, après l'insurrection et les élections de 2015, où on a parlé du trio Roch, Salif, Simon, même si Salif Diallo a disparu? Parce qu'on disait que c'était un pouvoir à 3 têtes. Oui, mais encore une fois, ça n'existe pas le pouvoir à 3 têtes. Pas maintenant. Depuis que l'être humain existe, le pouvoir à 3 têtes n'existe. Même chez les... je dis même chez les animaux, c'est une manière de les inférioriser, alors que les animaux sont beaucoup plus civilisés que nous. L'être humain, la personne humaine est la personne la plus versatile, la plus méchante qui existe sur Terre. Donc le pouvoir partagé n'existe pas. Vous vous rappelez que quand le Bénin était Dahomey, il y avait 3 chefs d'État et chacun à son tour. Et tenez-vous bien, ça avait fonctionné. Prenez le cas de la Suisse. C'est un pouvoir collégial en Suisse. Mais ça marche. Parce que chacun connaît son rôle et parce qu'il y a des garde-fous. Mais ici, avec le pouvoir en place, on parle maintenant d'un pouvoir à 2 têtes, puisqu'avec la mort de Salif Diallo, on a le président Roch-Marc Christian Kaboré et Simon Compaoré. Est-ce que ce sont des choses, vous pensez que ça joue sur le fonctionnement de l'appareil d'État? Non, ce qui me gêne chez nous, je ne crois pas qu'il y ait vraiment une hiérarchie entre Roch et Simon. Je ne pense pas. Je pense que... Il y a des camps, Ouais, non, je parle d'abord des 2 hommes. Je pense que Simon n'est pas le genre d'homme à contester le pouvoir de Roch, comme il ne contestait pas le pouvoir de Blaise. C'est un bon fantassin, Simon. Efficace, c'est un bon fantassin. Loyal, efficace. Ce qui me gêne aujourd'hui dans le pouvoir, c'est qu'il y a des qualités de Roch qui constituent des défauts dans la gouvernance. Lesquelles? La bonhomie, la lenteur, la complaisance, le fait de ne pas vouloir faire du tort, faire du mal. Ce sont des qualités. Des qualités humaines, mais pas quand on est chef. Oui. Incompatibles avec la fonction de chef d'État. Pas quand on est chef. Quand on est chef, c'est autre chose. Tout le monde, beaucoup se rappellent de cette histoire. Le fils de Samori Touré, de l'Almami Samori Touré, était dans un complot pour déposer son père. Le complot a été éventé, les comploteurs ont été jugés et mis à mort. Y compris le fils de Samori. Y compris le fils de Samori et devant tout le monde, y compris l'Almami Samori. Et il était là, voyant son fils mettre à mort, impassible. Après la cérémonie, il est rentré dans son tata et il s'est mis à pleurer. Son épouse, la reine, la mère du jeune homme, l'a invectivé et lui a dit: comment peux-tu oser venir ici pleurer alors que tu étais dehors en train de faire tuer ton fils? Il lui a répondu: dehors c'était l'Almami. Ici, c'est le père. C'est ce qui manque au président du Faso actuel. Oui, non, je trouve que... il ne faut pas lui demander d'être ce qu'il n'est pas. Mais ce qu'il aurait dû avoir, c'est un Premier ministre un peu fou, un peu hyper actif, qui rue dans les brancards. Ce qui n'est pas le cas du Premier ministre actuel? Non, je ne pense pas.
Il est malheureusement un peu comme le président. Alors, quand vous avez 2 diesels, comme on dit, ça fait un peu lent. On avance peut-être. Est-ce que finalement, c'est ce qui faisait croire, parce que selon des informations, l'ancien président Blaise Compaoré aurait mis des réserves justement quant à la capacité de Roch Marc Christian Kabore, qu'il aurait fait des confidences à certains de ses proches sur la capacité de Roch Marc Christian Kabore à diriger un pays. Oui, il paraît qu'il l'a fait. Justement, sur la base de ses qualités, le fait de vouloir plaire à tout le monde, d'être complet. Là. Il paraît qu'il l'a fait, et d'ailleurs, on m'a rapporté qu'un ambassadeur européen sur le départ, il aurait dit je souhaite que ce soit Roch qui soit élu, parce que les Burkinabés vont me regretter. Bon, est-ce qu'il le regrette déjà ou non? Je ne sais pas. Mais bon, personnellement, je ne regrette pas cette période passée, parce que le règne du laisser-faire et du laisser-aller n'a pas commencé avec Roch. Ça a commencé dès que Blaise est arrivé au pouvoir. Et cela, ça se perpétue. Et cela, Thomas l'avait prévu en juillet 87. Il avait prévu en juillet 87 que ça allait être le règne du laisser-faire et du laisser-aller, si Blaise venait au pouvoir. Et ça se perpétue aujourd'hui. Absolument, absolument. Qui est sanctionné? On a donné aux magistrats tout ce qu'ils voulaient. Qu'est-ce qu'il y a de changé à la magistrature? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Est-ce que la justice bouge? Surtout qu'on a hérité une justice qui n'est pas, qui est une mascarade, c'est du théâtre. Ce n'est pas dans notre civilisation, dans notre conception de la justice. La conception de la justice que nous avions, on faisait venir tout le monde. Chacun s'expliquait, on prenait une décision. Mais là, ça traîne des mois. Il y a des avocats, il y a ceci, il y a cela. Bon. Ce sont les critères de l'état de droit. L'état de droit, c'est quoi? Il faut faire comme les Français pour être dans un état de droit. Mais nous sommes tellement aliénés que nous sommes devenus incapables de nous émanciper. Nous sommes indépendants depuis 60 ans, mais nous ne sommes pas émancipés. Vous êtes bien sûr Radio Liberté 92.8 et vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, Ismaël Diallo est notre invité. Il est fonctionnaire des Nations Unies à la retraite, ancien porte-parole du Front de renforcement de la citoyenneté. À propos justement d'indépendance... C'est pas le plus important d'être fonctionnaire des Nations Unies. Moi, il est plus important pour moi d'avoir été conseiller municipal et député, même si je n'étais pas resté. Vous n'êtes pas allé à l'école pour devenir conseiller municipal, c'est juste une fonction élective. C'est encore mieux, puisque là, tu es élu. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça, que d'être élu? Donc, ancien conseiller municipal, voilà. Ancien député. Voilà. Alors, aller aux Nations Unies, j'ai pas passé... Bon, j'ai fait un test, mais j'ai pas passé un concours. Sur cette question d'indépendance, il y a justement ce 5 août 2018, ça va faire 58 ans que le Burkina est indépendant. Pour vous, déjà, sur le 5 août, la proclamation de Maurice Yamégo, que signifie cet acte-là? Il dit que le Burkina est désormais une nation souveraine. C'est bien, mais très honnêtement, moi, j'ai pas... Ça ne m'a pas particulièrement, entre guillemets, excité pour parler anglais. C'est surtout la manière que ça a été fait qui m'a un peu gêné. Vous savez, de quelle manière? Je suis de la génération de ceux qui ont vibré à l'indépendance du Ghana en 57. Je suis de la génération de ceux qui ont vibré au nom de Sékou Touré en septembre 58. Et moi, j'étais plus de ce côté-là que du côté de la communauté française ou du côté des francophones. Je ne me suis jamais senti francophone ou de la communauté française. Et quand je me rappelle que les dates ont été fixées seulement pour accommoder... Le 3 août pour le Niger, le 5 août pour le Burkina, oui, le 7 pour la Côte d'Ivoire. Pour accommoder la délégation française, pour qu'elle quitte une capitale à une autre. Alors c'est comme ça qu'on décide des dates de l'indépendance. Ce sont des indépendants octroyés. Exactement. Alors franchement, ça ne m'excite pas trop ces dates-là. Mais qu'est-ce que nous avons fait de cette situation-là, de cette indépendance octroyée? Est-ce que nous avons assumé cette indépendance-là? Non, nous n'avons pas coupé le lien ombilical avec la métropole. Nous avons gardé le même système sanitaire, le même système judiciaire, le même système éducationnel, bref, tout. Nous avons gardé la même chose. On a remplacé des blancs par des noirs, on a gardé le même système. Donc c'est le même système. Pendant la Révolution, on a commencé une rupture. Malheureusement, la révolution n'a duré que 4 ans. On ne fait rien en 4 ans. On ne fait pas beaucoup de choses. Alors, nous ne sommes pas... Encore une fois, on n'est pas libérés, on n'est pas émancipés. On n'a pas pris le grand écart. Nous n'avons pas quitté la route tracée par le colonisateur pour ouvrir notre propre chemin. Nous sommes toujours sur la même route.
À qui la responsabilité? Est-ce que ce sont les Voltaïques aujourd'hui burkinabés ou oui, ce sont les Français qui ne veulent pas nous laisser... C'est nous. Bon, que les Français ne veuillent pas, pourquoi pas? Mais ça, c'est leur droit, après tout. C'est leur droit. Mais c'est nous qui sommes responsables. C'est nous qui sommes rentrés dans leur cinéma. Vous savez, c'est comme une pièce de théâtre. Chacun vient en scène, il fait son théâtre et il va en coulisses. Et il dit aux autres, vous avez entendu, vous m'avez vu, hein, ce que j'ai raconté là-bas. Et puis il y a le peuple idiot, là, c'est les spectateurs qui sont assis, qui applaudissent. Ah, vous avez vu tel acteur, lui il était bon, hein, mais l'autre là, non, lui il n'était pas aussi bon. Alors que ce ne sont que des acteurs. C'est ce qu'ils oublient. Ce ne sont que des acteurs. Ce n'est pas la vie réelle. Et nous sommes entrés dans ces histoires de sociodémocrates, de marxistes-léninistes, de libéraux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Ce qui importe aux gens, c'est donnez-lui les moyens de se soigner, donnez-lui les moyens d'aller à une bonne école, donnez-lui les moyens d'avoir un bon habitat, donnez-lui un moyen d'avoir un emploi, donnez-lui les moyens de connaître une justice équitable. C'est tout. Mais que vous soyez de droite, de gauche, du centre ou d'extrême. Qu'est-ce que vous voulez que ça dise à la vendeuse de galettes à Koulouba? Mais pour pouvoir y arriver, est-ce qu'il ne faut pas une direction? Il faut tracer la voie, justement. Oui, mais la voie, c'est quoi? Tu ne peux pas dire, voici ce que je vous propose comme éducation, voici ce que je vous propose comme justice, et sortir des sentiers battus, créer notre propre justice qui serait ce qui est bon pris de l'Occident et ce qui est bon pris de notre façon traditionnelle, endogène de faire la justice. La même chose pour la santé, la même chose. Si vous êtes nommé ministre de la Santé, tant que vous continuez à faire ce qui se fait jusqu'à présent, mais vous ne réussirez rien. Mais si vous décidez que vous allez utiliser les 2/3 de votre budget en amont de la maladie, c'est-à-dire dans la prévention. Et la prévention, ce n'est pas seulement... c'est l'hygiène, c'est la salubrité, c'est l'alimentation, c'est beaucoup de choses. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous réduirez les maladies et les risques de maladie. Hein? Et il est moins cher de ne pas être malade que de se soigner. Mais je sais, il y a même des docteurs qui vont dire ça c'est une vue de l'esprit. Mais est-ce qu'ils ont tenté pour me dire que je n'ai pas raison, que je n'ai pas raison? C'est la même chose avec la justice. Quand on fait la justice, elle se fait comment? En français. N'est-ce pas? Alors, ça concerne combien % de la population? Et celui qui le juge, il se base sur quel document? Sur le code français que nous avons un peu fait du copier-coller. Je vous dis, hein, je m'excuse. Hein, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que nos leaders politiques, justement, qu'est-ce qui empêche par exemple Roch Christian Kaboré de baser son programme politique sur la base des réalités burkinabées? Que ce soit Roch ou que ce soit les gens autour de Roch, ou avant Roch ou après Roch, je ne sais pas jusqu'à combien de temps, nous n'avons pas eu l'intelligence et nous n'avons pas eu le courage de sortir des sentiers battus et de sortir du chemin qui a été déjà tracé pour nous. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Je vous l'ai dit, on n'a ni l'intelligence ni le courage de le faire. Voilà. Le jour où nous allons avoir l'intelligence de penser qu'on peut faire autre chose, et le jour où nous allons avoir le courage d'aller dans l'inconnu, oui, alors on pourra le faire. Mais tant que nous n'avons pas l'intelligence de dire ça ne marche pas, il faut que je trouve autre chose. Et que nous n'avons pas le courage de dire je vais tenter ce qui n'a pas encore été tenté, mais on va rester là où on est. Alors, à propos du Et moi, vous savez, ça c'est pour vous, moi j'ai la chance, je suis déjà au-delà de 70 ans, donc je ne suis pas concerné. Alors, à propos des indépendances, il y a un acte positif qui est mis au compteur de Maurice Yameugô qui a fait la proclamation, le refus de l'installation d'une base militaire française ici. Mais 50 ans après, on se retrouve avec une situation, les gens se demandent comment on a pu accepter cela alors que le premier président a refusé. Vous savez, Maurice Yameugô, on ne lui a pas encore fait justice. C'était un grand progressiste, un grand nationaliste. Au plan interne, il y a beaucoup de choses que Maurice a faites qu'on ne lui reconnaît pas. Même si, comme beaucoup de politiciens, il était un intrigant et un opportuniste, ce qui est normal pour un politicien. Au plan extérieur, la seule chose que je lui reproche un peu, c'était un peu ce suivisme-là. Un allié servile de Félix Houphouët-Boigny. C'est tout. Ce n'est pas pour dire qu'Houphouët était mauvais à tous égards, ce n'est pas cela. Mais bon, je fais un jugement hâtif de l'homme. C'était un homme beaucoup... Bon, il a le pouvoir, et surtout les gens autour qui vous flattent, et tout ça fait que, bon, il y a eu des dérives, hélas.
Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8. Vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, l'ancien porte-parole du Front de renforcement de la citoyenneté, Ismaël Diallo, notre invité. On va s'arrêter sur quelques points d'actualité avec la prestation de serment du Conseil supérieur, du président du Conseil supérieur de la communication, Mathias Sankwano et son équipe. Ce 3 août, devant le Conseil constitutionnel, des organisations professionnelles telles que l'Association des journalistes burkinabés, le Syndicat national des travailleurs de l'information et de la culture, SYNATIC, ont dénoncé dans une déclaration une politisation de l'institution et un non-respect des règles de choix des membres du Conseil supérieur de la communication. Monsieur Diallo, quel est votre commentaire sur cette structure qui se met en place après des moments de crise? Il y a 2 ou 3 jours, j'ai fait un petit commentaire sur Facebook. Très court, j'ai écrit « Le pouvoir aura du mal à convaincre l'opinion qu'il n'a pas cherché à mettre le CSC sous contrôle. » Et j'ai osé prédire, et j'espère me tromper, que l'opération d'avoir mis l'ancien conseiller spécial du président comme président du CSC, Mathias Sankwano, allait avoir l'effet d'un boomerang. Et je me rappelle qu'il y a 2 semaines peut-être, ou un peu plus, quand la liste des nominés a été publiée, j'ai discuté avec un journaliste que vous connaissez, et nous avons parié. Ce journaliste m'a donné le nom de celui qui allait être président du CSC, et je lui ai dit que ça allait être Mathias Sankwano. Il me dit mais non. Je lui ai dit tu verras. Alors donc il a une dette envers moi. Okay. Mais encore une fois, honnêtement, est-ce que cela a été utile? Franchement, est-ce qu'il était utile que le président fasse nommer Mathias? On me dira c'est pas le président qui l'a fait nommer. Il a été nommé dans le quota du président de l'Assemblée nationale. En plus. Et il y avait quelqu'un d'autre qui était désigné par la présidence du Faso. Mais c'est un jeu qui fait penser que nous sommes peut-être des canards sauvages, qu'on est tous des naïfs. C'était pas la peine de dire que Mathias Sankwano était le candidat de l'Assemblée. Il fallait simplement dire qu'il est le candidat de la présidence, c'est tout. Parce que dès qu'il a été nommé, c'était clair que c'est lui qui allait être le président. Alors, la carte nationale d'identité burkinabé ou le passeport, ce sont les 2 pièces exigées pour l'inscription de burkinabés de l'étranger sur les listes électorales en vue des consultations à venir. Telle est la conséquence du vote par l'Assemblée nationale de la loi portant révision du code électoral le 30 juillet dernier. Cette loi qui fait des gorges chaudes au niveau de l'opposition politique qui a claqué la porte de l'hémicycle du reste. Comment vous avez suivi un peu tous ces débats-là sur le vote des burkinabés de la diaspora? Là aussi, franchement, c'est du cinéma. Qui fait le cinéma? Le gouvernement ou c'est l'opposition qui fait du cinéma? D'abord, du côté du gouvernement, je trouve qu'ils n'ont pas bien expliqué. Ils n'ont pas pris tout le temps pour bien expliquer ce qui se passe. Et du côté de l'opposition, écoutez, c'est la carte d'identité et le passeport qui sont les documents, partout au monde, qui sont les documents d'identité. Mais si on dit avec la carte consulaire, vous pouvez voter. Donc, on va dire partout au monde, y compris au Burkina, c'est la carte d'identité et le passeport, à l'exception de la Côte d'Ivoire et du Gabon, où vous pouvez utiliser la carte consulaire. Alors pourquoi on ne dirait pas que celui qui est en Afghanistan peut utiliser son permis de conduire? Pourquoi on ne dirait pas un étudiant burkinabé qui est à Washington qui peut utiliser sa carte scolaire? Pourquoi pas? Donc pour vous, l'opposition politique fait du cinéma? Ouais, non, je crois que c'est une querelle opportuniste et mesquine. Du côté du pouvoir, on parle d'avoir éventré un complot et qu'il y avait des manigances justement du côté de la diaspora ivoirienne. Est-ce que vous y croyez? Parce qu'on comptait beaucoup sur cette diaspora ivoirienne pour faire basculer peut-être les élections. Tout le monde se focalise sur la diaspora ivoirienne. Il y a plus de Burkinabés au Ghana qu'en Côte d'Ivoire. Et pourtant, on nous dit qu'il y a au moins 4 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Il y a 4 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire, il y a 7 millions de Burkinabés au Ghana. C'est juste un chiffre que vous avancez pour vous justifier. On ne le sent pas, parce qu'ils sont moins communautaristes, ils se mêlent davantage aux Ghanéens, ils ne montent pas en épingle leur nationalité burkinabé, et ils n'en sont pas moins que leurs compatriotes qui sont en Côte d'Ivoire. Donc on fait une fixation sur le Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, vous avez des villages, si vous ne parlez pas moré, mais vous êtes étranger. Ça, il faut le dire, ce qui n'est pas le cas au Ghana. Peut-être parce que la communauté Mouara n'est pas la plus nombreuse des Burkinabés au Ghana. Bon, mais ceci dit, encore une fois, la communauté burkinabé
en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de bruit sur celle-là. Et elle-même est très versatile et très négativement politisée. Et combien vont aller voter? Combien? Ils ont eu la possibilité d'avoir des cartes consulaires. Combien en ont pris? On avance un chiffre de 900 000. Alors, 900 000 sur combien qui sont en âge de prendre des cartes consulaires? Sur 4 millions officiellement. Et sur ces 900 000, combien vont aller voter? Combien vont se fouler la rate pour aller voter? Non, encore une fois, c'est une vue de l'esprit et on monte un épouvantail comme ça. Et on leur donne la possibilité de se présenter comme s'ils étaient les faiseurs de président au Burkina. Un mot sur la situation sécuritaire. Cette attaque signalée à l'est du pays avec une embuscade de policiers de la compagnie républicaine de sécurité CRS à Natiaboni sur l'axe Fadam-Gourma-Pama. Le bilan fait état de 4 policiers blessés et d'un véhicule endommagé. À Bobo-Dioulasso, la presse évoque une opération antiterroriste menée par l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie qui a permis d'interpeller une 50aine de personnes. Déjà, sur cette menace terroriste, pendant longtemps, on était focalisé sur le Sahel. Maintenant, ça se déplace. On parle de l'Est et il y a maintenant cette situation, un peu, cette opération antiterroriste au niveau de Bobo-Dioulasso. Comment vous suivez un peu cette question de la menace terroriste sur l'ensemble du pays? C'est une gangrène. Cette gangrène a pris pendant des années. On a fermé les yeux, on a prétendu qu'elle n'existe pas. Et on ne combat pas le terrorisme, le banditisme en un tour de mer. On ne forme pas des combattants, des guerriers compétents, efficaces, en quelques semaines. On nous dit qu'il faut beaucoup plus se baser sur le renseignement. Le combat, c'est après. Le renseignement est indispensable. Le renseignement est indispensable. La participation des populations est indispensable. Nous avons un déficit de citoyenneté. Nous n'avons pas su fabriquer des citoyens. Nous sommes là, on est des ressortissants d'eux, mais on n'est pas des citoyens. On va s'arrêter sur ces mots. Ismaël Diallo, merci d'être passé nous voir. Radio Liberté recevait pour ce numéro de l'invité de la semaine. Ismaël Diallo, fonctionnaire des Nations Unies à la retraite, ancien conseiller municipal, ancien député, ancien porte-parole du Front de renforcement de la citoyenneté qu'on n'entend plus. Qu'on n'entend plus parce que j'étais absent du pays pendant longtemps. Est-ce que le FRC se résume à Ismaël Diallo? Pas du tout, justement. Et c'est pourquoi l'année passée, j'ai insisté pour que quelqu'un d'autre soit porte-parole du FRC. Et c'est maintenant Alfred Savadogo qui est le porte-parole du FRC. Ismaël Diallo, merci d'être passé nous voir et d'avoir accepté notre invitation. Ok, merci. L'invité de la semaine a été mise en onde par Mariette Kokoa. Devant ce micro, Atiana Serge Joulon. Rendez-vous très prochainement sur Radio Liberté 92.8 FM pour un nouveau numéro de l'invité de la semaine avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur la 92.8.